libération. Et donc, sur le thème de notre soirée, on va essayer de prendre un format un peu plus participatif, une conférence. Voilà. Et donc, du coup, sur le thème d'une mémoire à venir. Donc, les gens du voyage, l'internement de 1939 à 1946. Alors, rapidement, je vais vous rappeler un peu cette situation. Donc, d'octobre, alors 1940, mais en réalité, dès 1939, il y a eu déjà des internements administratifs. À mai 1946, donc c'est sous le Conseil de la Résistance, près de 6700 personnes, en majorité françaises, dont un grand nombre d'enfants, sont internés dans plus d'une trentaine de camps pour nomades, situés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Assignés à résidence, enfermés dans des conditions indignes, les nomades sont spoliés, sous-alimentés, empêchés de travailler ou contraints aux travaux forcés. Certains décèdent dans ces camps. Des déportations ont lieu à partir de 1943. Ces répressions, à l'encontre de ceux que la loi française dénomme nomades, diffèrent de la politique allemande menée dans le Reich envers les Zigeuner, les Tziganes, et s'insèrent dans une histoire plus longue de persécution de la République à l'égard de ce groupe exclu de la communauté nationale. L'internement continue après la libération. Le dernier camp ferme seulement en mai 1946. Documents d'archives, témoignages et photographies ravivent la mémoire de cette page de notre histoire restée méconnue pendant des décennies. Donc voilà, c'est le sujet de notre discussion ce soir, je veux dire. Et donc, ICEN a participé, entre autres, à l'exposition donc, de mémoire de la Shoah sur l'internement des Tziganes. Donc, tu pourras peut-être nous en parler rapidement. Et puis, est-ce qu'on refait un petit point sur l'histoire? En fait, il faut poser quelques questions au préalable. En réalité, cette histoire qui se présente comme une histoire de persécution, voilà, pose question d'abord, disons, selon les deux termes du problème, c'est-à-dire qui sont les personnes persécutées et que sont les persécutions en jeu. Donc, que sont les persécutions? C'est forcément une question qui s'inscrit dans un cadre européen, parce que donc, on sait qu'à l'échelle européenne, il y a environ 250 à 300 000 personnes, donc dénommées Tziganes dans l'ensemble de l'Europe, qui sont tuées durant la Seconde Guerre mondiale, essentiellement donc dans le Reich allemand, mais dans l'Europe centrale et orientale, et dans ce qu'on appelle l'offensive à l'Est, lorsque voilà, l'Allemagne nazie, ils tentent de conquérir l'Union soviétique et provoquant ce qu'on a appelé la Shoah par balle, non seulement des massacres de populations juives, mais aussi de Tziganes. Donc, dans l'ouest de l'Europe, la situation est un petit peu différente et complexe. Mais on n'a pas affaire à disons, le même dispositif d'extermination, disons, que l'on observe dans le reste de l'Europe. Alors, et c'est là où il est très compliqué en fait de résumer le sort de ceux qu'on appelle les nomades durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais essayer de faire vraiment un bref résumé de cette situation en essayant de clarifier en fait ce qui peut poser question ou problème. Donc la catégorie nomade qui est instaurée par la loi de 1912 disons, rentre en application durant les années 20 et 30, créant une catégorie qui, apparemment, est une catégorie administrative, puisqu'elle détermine un statut des personnes en fonction de leur habitat et en fonction d'un régime de contrôle particulier qui est non seulement quotidien, puisque les personnes qui sont identifiées comme nomades doivent porter des carnets anthropométriques qui sont visés par les préfectures ou les mairies ou la gendarmerie à l'arrivée et au départ de chaque commune, au même moment où les communes interdisent la résidence des nomades à 48 heures environ dans l'ensemble de leur territoire, provoquant ainsi une mobilité contrainte de ces nomades. Si bien que cette catégorie nomade, qui n'existait pas donc avant 1912, va en quelque sorte se consolider,
se constituer dans ces années 20 et 30 selon un autre principe essentiel, puisque les enfants mineurs, donc, dont les parents sont nomades, sont inscrits sur le carnet collectif de ce régime du carnet anthropométrique, et à leur majorité sont contraints de porter eux-mêmes un carnet individuel. C'est bien que lorsque l'on naît de famille nomade, on devient nomade. Et donc cet enfermement dans une catégorie administrative semble déterminer voilà, une catégorie de citoyens de seconde zone, puisqu'ils sont privés de droits ou empêchés de les exercer, et en même temps contraints à un contrôle permanent. Donc ça, c'est une vision que l'on peut adopter. Mais l'autre vision, en réalité, si on creuse dans la lecture des textes et dans la pratique au quotidien du carnet, on a bien affaire à une discrimination que l'on peut appeler ethnique ou raciale. Pour moi, c'est à peu près la même chose, puisque un groupe désigné dans les textes comme nomade, en fait, caractérise ce que les autorités appellent les Romanichels, les Tziganes, les Gitans dans le sous-texte. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que les autorités françaises ne sont pas claires par rapport à leur législation, hein, puisque la loi de 1912 comporte le terme nomade, mais si l'on va se chercher dans la circulaire d'application du décret d'application de la loi, on voit bien la définition de cette composante ethnique de la population qui est reléguée dans une catégorie clairement et précisément discriminée à partir de l'adoption de la loi de 1912. Et donc, il faut bien avoir cette idée en tête, puisque au moment où se déclenche la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises vont à la fois utiliser la catégorie administrative pour la réprimer sur le plan de la sécurité publique et en même temps procéder à une séparation physique de fait entre les nomades et le reste de la population, créant un système d'internement à l'échelle nationale. Alors, quand on dit à l'échelle nationale en 1940, on n'est pas tout à fait précis, hein, puisque en 1940, lorsque l'occupant arrive en France, il y a 2 zones, et c'est pas tout, puisque l'Alsace-Lorraine est rattachée au Reich, le Nord-Pas-de-Calais est rattaché à un gouvernement militaire centré en Belgique, les zones côtières sont également sous contrôle allemand, et la zone sud est placée sous le contrôle de Vichy. Et d'ailleurs, cette division multiple du territoire français en 1940 est un élément extrêmement fondamental en fait, pour notre problème. Parce que, voilà, lorsque les Allemands arrivent en France, héritiers d'une pratique discriminante à l'égard des Zigeuner en Allemagne depuis 1933, ils vont demander aux autorités françaises, alors, où sont vos Tziganes en quelque sorte, hein. Et les autorités françaises qui ont adopté des mesures de sûreté dès octobre 1939, hein, donc le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est septembre 1939. Mais vous savez qu'il y a un an à peu près de drôle de guerre. Donc, dans cette période de protection des frontières, de peur d'une invasion, on va créer par des voies de circulaires, disons, administratives, mais aussi militaires, des zones de confinement. Hein. On va, par exemple, créer des centres de rassemblement, ici même, dans la Loire-Atlantique, et puis dans l'Indre aussi, à côté d'installations militaires ou à côté de la côte. Bon, enfin, peu importe, en tout cas, il y a des premiers internés au Croisic, vous savez où ça se trouve, et c'est un des premiers rassemblements de centaines de nomades qui sont donc ensuite concentrés dans d'autres lieux en Loire-Atlantique. Bon. Et puis, en avril, donc septembre, octobre, novembre, là, c'est la drôle de guerre, en avril 40, il y a une interdiction de circuler pour tous les nomades. Et cette interdiction, elle est difficile à interpréter aujourd'hui pour les historiens parce qu'on se demande si c'est le début d'internement. En réalité, ça correspond à une mesure administrative de confinement, d'arrêt des mobilités
On les soupçonne d'être des espions, c'est ce qui est mentionné dans le texte à l'époque. Et en réalité, lorsqu'on force des personnes qui habitent dans un habitat mobile à ne plus bouger, on les confine forcément dans des espaces réservés, placés sous surveillance, à proximité de gendarmerie ou d'autorités capables de les surveiller. Donc en réalité, un système d'internement est déjà mis en place. Il faudrait ouvrir une parenthèse aussi sur qu'est-ce que c'est que l'internement en France à ce moment-là. Ce n'est pas une invention récente. Hein. En réalité, vous savez, peut-être vous l'ignorez, mais l'internement, donc c'est une pratique qui consiste à concentrer dans un seul lieu des personnes jugées indésirables, suspectes ou des étrangers en situation irrégulière, comme on le dit aujourd'hui et comme on ne le disait pas à l'époque, mais c'est bien ce dont il s'agissait. Et puis on internait aussi des ressortissants des puissances ennemies. Hein, ça a déjà eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, on a concentré ou interné des Romanichels, Alsaciens-Lorrains sous la Première Guerre mondiale en France, à côté de Crest. Dans la Drôme, puis ailleurs d'ailleurs, à Bordeaux aussi, bon, mais là c'était dans un autre contexte. Mais disons que ce qui est important à comprendre, c'est que la pratique de l'internement est une routine pour la France à la fin des années 30, surtout après, peut-être vous le savez aussi, mais la défaite de l'Espagne républicaine va conduire à la retirada et l'internement de près de 500 000 Espagnols, donc surtout à partir de 1938, dans le sud de la France, dans des camps très connus comme Rivesaltes, Argelès, et ici aussi, bon, surtout dans le sud de la France, mais et puis, on a une sorte d'archipel de camps qui vont se créer aussi, où on va interner des suspects, des communistes. Bon, on ne va pas parler des communistes, mais c'est aussi une question compliquée pour la République finissante, surtout après le pacte germano-soviétique. Bon. Donc, c'est le camp du Vernet, rue Eucrot, puis il y aura les Milles, etc., d'autres camps. Et donc, voilà, ce qui va se jouer au début de la guerre, c'est la décision d'interrompre les mobilités, et les Allemands vont hériter de ce contexte et décider de pratiquer un internement qui sera confié aux autorités françaises. Et là, en fait, comme dans beaucoup de domaines dans la France occupée, l'occupant va déléguer une série de pouvoirs afin d'accélérer la répression, ou disons de la déléguer aux autorités françaises qui vont faire ça très bien d'ailleurs, que ce soit pour les résistants, les communistes, etc. Et les juifs aussi, puisque vous savez bien que la France a assisté au-delà des attentes de l'occupant dans l'extermination des juifs de France. Alors, ce qui va se jouer donc, dans les 5 années de la guerre, c'est un confinement donc, de ces nomades qui vont être rassemblés d'un camp à un autre au fur et à mesure de la guerre. On compte donc environ 7000 personnes qui vont être internées dans des camps qui, au départ, ne sont pas destinés à durer. Donc, ce sont des installations extrêmement provisoires, des baraquements, des anciennes forges, des autodromes comme à Lina Montlhéry, où on construit d'abord parfois uniquement une clôture de fil barbelé. On autorise même certains détenus à se loger dans leur roulotte au début de l'internement. Et puis ensuite, et c'est là où ça devient très compliqué pour nous, en fait, ces camps vont être rassemblés les uns dans les autres, en quelque sorte, et on va donc élaborer une forme de concentration des camps d'internement. Ce qui va aboutir à l'été 1943 à la concentration de tous les détenus finalement de la France de l'Ouest et ceux de Poitiers dans le camp de Montreuil-Bellay, donc qui se trouve à côté de Saumur, qui va être le plus grand camp d'internement donc pour nomades dans la France occupée. Dans le sud, les nomades vont se concentrer surtout à Rivesaltes, Argelès, puis une partie à Gurs.
Alors, qui sont ces nomades? C'est des personnes qui étaient identifiées donc, déjà comme nomades avant-guerre dans cette région, mais c'est surtout et aussi des personnes évacuées de l'Alsace. Donc on a beaucoup de Manouches qui vivaient vers Strasbourg, à Glo, qui vont être déportés en quelque sorte via Lyon et Châteauroux. Donc c'est des dispositifs un peu compliqués à expliquer, mais on peut les expliquer. Et puis conduits vers Rivesaltes. Une partie va s'évanouir dans la nature parce que le camp de Rivesaltes, parfois à certains moments, va être assez lâche dans sa surveillance. Et une partie des internés de Rivesaltes vont finir à Salier, donc Salier qui va devenir qui est le projet d'un camp modèle pour Vichy. Alors bon, on a les documents en 1942, des textes d'une conférence voilà, à Vichy même, qui précisent quelles seront les conditions de création de ce camp de Salier. Destiné à devenir finalement le village de tous les gitans de France. Situé dans la Camargue, à proximité des Saintes-Maries, le régime de Vichy qui combine une répression sociale féroce et un retour aux sources folkloriques des régions françaises, va imaginer cet espace. Et alors, ce qui est très intéressant et très cruel dans cette histoire de Salier, c'est qu'on retrouve récemment les documents liés à l'architecture. Donc, c'est un architecte qui est proche du régime de Vichy, à qui on va confier le soin d'imaginer ce que sera ce village. Alors, il conçoit un plan absolument incroyable, avec des baraques camarguaises, avec des toits de chaume, une sorte de tour qui ne sera jamais construite au milieu d'un immense camp qui devait être 10 fois plus important que ce qui a existé. Et tout ce projet va tomber en ruine au fur et à mesure de la guerre à cause du manque de moyens et surtout aux dépens des centaines d'internés qui vont dépérir dans le camp jusqu'à la fin de la guerre. Et puis donc, alors en août 1943, l'essentiel des internés nomades se retrouve à Montreuil-Bellay. Et bon, pour les travaux qu'on essaye de mener en ce moment sur toutes ces questions, c'est un moment essentiel parce que cette date nous renvoie à ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Hein, donc, je vous avais parlé de la persécution des Zigeuner en Allemagne depuis 1933, concentrée dans des Zigeunerlager, donc des camps pour Ziganes dans l'ensemble des provinces allemandes, en Bavière, en Saxe, dans toutes les régions. Vous trouvez des Zigeunerlager. Donc il y en a un qui est très connu qui s'appelle Marzahn, qui a été créé en 1936 au moment de l'organisation des Jeux Olympiques, juste à côté de Berlin. Ce sera le plus grand. Mais à un moment donné, les experts allemands s'interrogent sur le devenir de cette race. Alors, s'agit-il d'une race similaire à la race juive qui doit être exterminée au profit de la race aryenne? Eh bien, la décision scientifique à ce propos-là n'est pas arrêtée. On confie à la police criminelle allemande, la Kripo, le soin d'évaluer la qualité raciale des Ziganes dans l'Allemagne nazie, parce qu'il y a un fond imaginaire qui les associe à l'arianité. Puisque dans l'expertise savante autour des Ziganes jusque dans les années 30, l'idée qu'ils viennent d'Inde et donc qu'ils partagent l'héritage indo-européen perdure. Si bien que pour évaluer ce degré d'arianité, on confie à des experts, à une école d'experts, le soin d'évaluer leur qualité d'arien en réalité. Et donc, on va procéder à une expertise inverse de celle des Juifs. Suivez-moi. Si c'est trop compliqué, je vous précise les détails. Mais en clair, les Ziganes purs, finalement, seront considérés comme ariens. Au terme de l'expertise, cela concernera 1% des 20 000 ou 25 000 Ziganes identifiés dans le Reich. Et les autres, considérés comme sans mêlée, seront voués à la destruction.
Hein, c'est l'inverse des juifs, puisque les juifs purs, eux, sont directement considérés comme périssables, alors que justement, certains juifs dont l'ascendance allemande est démontrée échapperont aux déportations. Donc tout ça pour dire qu'en 40 est décidée la concentration des tziganes le temps de procéder à l'évaluation. Ils seront déportés vers des ghettos, à Lodz notamment, pour les tziganes autrichiens, notamment, c'est une histoire tragique. Mais l'ordre de déportation vers Auschwitz intervient en 1941, mais préserve en quelque sorte les tziganes qui vont être concentrés dans cet espace du camp d'Auschwitz qui reste jusqu'en 1944 une exception, un camp des familles où il n'y a pas de tri. Hein, donc, la liquidation du camp des tziganes d'Auschwitz intervient en août 1944. Au terme de ce processus de sélection et de discussion entre les experts allemands. Ce qui se passe en France n'est pas indifférent à ce que je viens de dire, puisque on peut imaginer, il manque des sources pour le confirmer, que la concentration des nomades en France était destinée à préparer une déportation. Alors, il y a beaucoup de signes qui nous indiquent, qui vont dans ce sens-là. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que l'échelle de persécution des nomades en France ne se limite pas à l'internement. On a d'autres cas où des personnes dites nomades ont été persécutées. Donc, de Poitiers, on a presque une centaine de personnes, d'hommes, qui sont déportés vers des camps de concentration pour alimenter la main-d'œuvre dans ces camps à des moments, à des phases où les camps avaient besoin de main-d'œuvre. Dans le Nord, des familles qui se retrouvaient dans les camps d'internement, notamment, je pense à une famille de Roms norvégiens qui se retrouvent à Lina-Montlhéry, qui sont libérés de Lina-Montlhéry, donc juste au sud de Paris, et qui vont tenter de rentrer en Norvège, mais on va les en empêcher, et vont se retrouver arrêtés en Belgique, et puis déportés du convoi Z, donc en janvier 1944, vers Auschwitz, où donc, elles périront pour la plupart à l'été 1944. Et je pense aussi, par exemple, à des manouches d'Alsace-Lorraine qui vont se retrouver déplacés vers le camp de Fort-Barreau, où c'est une prison. Certains iront à Buchenwald. D'autres, donc comme Bichika Gorgan dont je parlais dans ce texte, en fait vont se réfugier dans le centre de la France dans le cadre d'un autre dispositif dont je n'ai pas parlé, qui est l'assignation à résidence. Parce qu'en fait, donc, le décret d'avril 40, qui procède, disons, à l'immobilisation des personnes nomades, équivaut à un système d'assignation à résidence. Donc ceux qui ne sont pas mis dans des camps d'internement sont contraints à rester sur place dans des villages et souvent dans des conditions aussi de pénurie très importantes. Et donc beaucoup de villages où on va trouver des lieux d'assignation à résidence vont être des lieux en fait, de protection et de relais en fait, avec parfois des réseaux résistants et maquisards. Et ça va être le cas de Bichika qui se retrouve dans le Cantal, dans un petit village, et il va être arrêté vraiment alors, à la fin de la guerre lors des opérations opérées par la division d'Alsreich, donc qui ratissent les maquis et accélèrent les déportations par la suite. Et lui sera aussi déporté dans un camp de concentration en Allemagne. Voilà pour le cadre général. Et puis après, on pourra parler peut-être de la mémoire de ces faits. Donc on voit que c'est une histoire compliquée. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche. Non, ça marche pas. Je l'espère. Là, voilà. Oui, mais ça. Oui, ça marche. Ouais. Donc, on voit que c'est une histoire compliquée, hein, qui se met en place, en fait, c'est des dispositifs qui vont s'installer, en fait, dans le temps, hein, avec des représentations qui sont très, très fortes sur une population donc, qu'on considère comme à part, hein,
parle même à l'époque de populations inintégrables, enfin, inassimilable, on dit. La question quand même sur cette partie de l'histoire, rapidement peut-être, c'est aussi que finalement cet internement ne va pas s'arrêter à la libération. Il y a encore une période qui va durer, on va même voir des voyageurs qui ont été internés, par exemple des gens qui ont été pris en tant que soldats et qui reviennent en France, qui vont se retrouver internés pendant quelques mois, dans le dispositif qui a été mis en place en fait pendant la Seconde Guerre. Ben oui, alors ça c'est le dernier chapitre de cette histoire tragique. Donc le débarquement a lieu le 6 juin 1944 et vous savez que, disons, après la libération de Paris en août, finalement la moitié du pays est libérée. Mais pour le gouvernement provisoire de la République française, tel qu'il se nomme, finalement, la guerre n'est pas complètement terminée jusqu'à ce que le dernier Allemand ait quitté le territoire. Mais surtout, il faut maintenir un système de contrôle à l'intérieur du pays qui permette de garantir la paix sociale et la sécurité de tous. Et ce qu'on découvre, ce qui avait déjà été un peu étudié par Denis Péchanski, c'est que en fait, le système d'internement, d'ailleurs, dont je vous parlais précédemment, reste en place pour accueillir notamment les prisonniers de guerre allemands, puisqu'il y en avait beaucoup, mais aussi les nomades. Et finalement, on retrouve un texte du ministre de l'Intérieur de l'époque, Tixier, qui décide que, dans une même circulaire dont les termes font frémir, les prostituées et les nomades devront être maintenus dans les camps, lorsqu'ils y sont encore. Donc ça va concerner plusieurs centaines de personnes. Il y a environ 500 personnes qui se retrouvent encore à Jargeau en décembre 1945. Et ce camp sera définitivement fermé en mai 1946. Ce qui veut dire que, en fait, donc, entre juin 1944 et mai 1946, il s'écoule presque 2 ans, durant lesquels on trouve encore des nomades qui sont internés donc durablement dans ces camps. Alors, le plus glaçant, c'est que certains font des demandes de libération et on leur refuse en réalité. Donc, l'administration des camps estime que, pour des mesures de sûreté, et ces personnes, merci beaucoup, ces personnes ne pouvant démontrer un domicile et un attachement professionnel devront rester sous contrôle. Et puis peut-être que maintenant que j'ai repris ma voix, je pourrais évoquer la question des restitutions, parce que bon, c'est un peu le sujet que j'évoque dans ce texte. Et je ferai le lien avec le camp de Jargeau, puisque récemment j'ai retrouvé dans des archives, à la liquidation du camp, en fait, les comptes laissés par les détenus, des sommes qui ne sont pas restituées aux prisonniers et qui ne seront jamais rendues. Et donc, c'est une question alors, qui m'importe de plus en plus en ce moment. C'est en fait deux questions. La première, c'est si l'on estime que ces personnes ont été réprimées en raison de leur origine ou de leur détermination dite raciale, alors les biens qui leur ont été saisis auraient dû leur être rendus d'une manière ou d'une autre. C'est un raisonnement un peu compliqué qui semble dire finalement que les déportés ou les résistants qui ont été privés de leurs biens, finalement, disons, ont subi les conséquences de leur engagement, d'une part. Bon, c'est quelque chose dont on pourrait discuter. Mais de l'autre côté, les efforts effectués pour réparer les déportations, pour
des victimes juives a montré que cette réparation était essentielle pour des personnes qui souvent avaient tout perdu et avaient été spoliées de manière organisée par l'administration française. Je vous rappelle que le Commissariat général aux questions juives, en lien avec la Caisse des dépôts et de consignation, a organisé de manière scientifique la spoliation des Juifs de France, des biens et des valeurs. Mais donc, en travaillant sur ce dispositif, on s'aperçoit que, et les témoins qui en parlent encore aujourd'hui l'évoquent de manière très forte, ils ont tout perdu au moment de leur arrestation, ils n'ont jamais reçu de compensation, et la reconnaissance de leur statut a été plus que fragile et imparfaite. Donc, je précise juste qu'est-ce qui s'est passé en fait pour tous ces internés et leurs familles au lendemain de la guerre. Donc, pour ceux qui sont libérés en 1946, la plupart sortent des camps sans rien. Il y a un témoignage qui dit on est sorti, on avait une roulotte à bras et c'est tout. On est parti sur la route, on n'avait plus rien. Et bon, c'est la norme absolue. Il faut dire aussi d'où venaient les internés, de quel monde en fait social, économique. Il faut se rappeler que les nomades, malgré le poids des interdictions et des discriminations, exerçaient des métiers, toutes sortes de métiers, de l'artisanat au spectacle ambulant, à la chaudronnerie, en passant par la vente de chevaux, le commerce artisanal et le cirque ambulant, parfois florissant. Donc c'est des entreprises qui étaient parfois... qui rayonnaient à des échelles régionales, nationales, internationales. On a des familles qui sont reconnues encore aujourd'hui, de Rome surtout, mais il y a aussi des grandes familles manouches, évidemment, gitanes, qui exerçaient toutes sortes de métiers. Et par le fait de leur nomadisation forcée, du fait de la loi, on avait un phénomène de thésaurisation par l'accumulation d'or, de valeurs ou d'investissement dans des biens qui nous semblent étranges aujourd'hui, nous qui sommes devenus urbains, mais qui s'appelait le cheval. Et donc, la vente de cheval, qui paraît comme ça anecdotique, en fait, à l'époque, c'est quelque chose de fondamental, ça vaut très cher. Bon, alors... tous les récits autour du monde du voyage racontent la qualité de maquignon et de dissimulation des mauvais chevaux, mais c'est une partie de l'histoire. L'autre partie, c'est que le monde du cheval est dominé par les voyageurs dans la France d'avant-guerre et sont experts en la matière. On a parfois des troupeaux de 10, 20, 30 chevaux qui valent énormément d'argent. Et puis on investit aussi dans des échanges qui nous paraissent aujourd'hui un peu étranges, mais qui sont le lot du monde du voyage. Bon, tout ça pour dire que lorsque les personnes sont arrêtées, ils ont leur valeur sur eux, énormément de biens. Parfois, la roulotte elle-même est un lieu d'investissement, donc lorsqu'on perd sa roulotte, on a tout perdu. Parce que d'abord, la roulotte, c'est pas qu'une roulotte, il y a beaucoup de choses dessus, dedans, dessous, donc, et autour. Donc, lorsque les internés sont dépouillés de leurs biens, ils perdent l'ensemble de leurs valeurs, et ensuite, on a des témoignages très clairs qui montrent qu'il y a des saisies à l'arrestation, à l'internement, à l'arrivée dans chaque camp. Je précise juste que certaines personnes ont été internées dans 5 camps successivement. Et puis on a des traces de fouilles aussi régulières opérées par l'administration corrompue de chaque camp, avec l'aide des civils qui administraient l'alimentation en lien avec le marché noir par ailleurs. Donc dans cet état de corruption, la spoliation a eu lieu de manière répétée. Et à la libération, qu'est-ce qu'on a offert en fait à ces familles ? Au début, rien. Progressivement, certains ont tenté, par le biais d'associations d'ailleurs, d'être reconnus en tant qu'internés politiques. Alors, je précise juste, la France de la 4e République élabore en 1948 2 statuts, un statut de déporté résistant.
Donc ça, c'est pour les résistants, comme son nom l'indique. Et de l'autre côté, statut de déporté et interné politique. Donc on distingue les deux. On ne reconnaît pas encore la déportation raciale à l'époque, mais la plupart des juifs qui vont réclamer un statut seront placés sous le statut du déporté et interné politique. Et politiquement. Mais à l'époque, il faut honorer les faits de la résistance. En réalité, ce que l'on trouve, c'est que jusqu'en 58, au moins 60, on dénie aux nomades le titre de statut d'interné déporté et interné politique. Pourquoi? Alors, les textes sont glaçants et sont clairs, en réalité. Qui élabore l'expertise du statut d'interné? Ce sont les renseignements généraux des préfectures. Et à l'époque, la loi 1912 étant maintenue, la réputation des personnes dont ils ont la charge en tant qu'administration de contrôle n'hésite pas à élaborer des rapports de moralité extrêmement négatifs et on dénie donc la valeur de leur internement en expliquant qu'ils n'étaient pas internés politiques, mais ils étaient dans des centres de résidence surveillés, ce qui va provoquer des réactions et finalement on va reconnaître ce statut. Hein, d'accord, mais c'est un statut donc, qui va garantir une certaine pension, très faible d'ailleurs, et qui ne sera demandé qu'à partir des années donc, 60 par les victimes. Ça correspond à des pensions extrêmement faibles, donc je l'ai dit, et surtout l'information ne circule pas et beaucoup de gens ne vont pas aller à la préfecture demander des papiers. Hein, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'illettrisme encore, ensuite parce que les institutions qui sont chargées de l'expertise des dossiers sont les mêmes qui les contrôlent chaque jour, et donc la méfiance reste très grande. Donc le sentiment d'abandon va perdurer encore jusqu'à aujourd'hui. On voit que c'est une histoire largement méconnue. Et donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment cette histoire est transmise, à la fois dans le public et à la fois chez les voyageurs. Je pense que là, du coup, peut-être que vous avez des questions. Et donc, du coup, je propose de vous laisser la parole. Parce que ça a été un peu compliqué de résumer rapidement, hein, parce que c'est vraiment très largement méconnu. C'est des rebondissements, enfin, c'est des enjeux qui dépassent aussi, finalement, comme tu le disais, l'enjeu local, enfin, national, avec cette vision, cette représentation qui court à travers toute l'Europe, hein, des populations considérées comme différentes. Et donc, voilà, cette histoire n'est pas transmise. Et donc, voilà, ça pose évidemment un certain nombre de questions.